Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Donc, vous êtes maire de Béziers, soutien plus ou moins affirmé de Marine Le Pen lors des présidentielles. Depuis 2 semaines, vous semblez avoir quelque peu pris vos distances par rapport au parti et donner presque l'impression d'avoir rallié le camp macroniste. Alors, je m'explique. En 2016, vous parliez d'Emmanuel Macron comme d'une créature médiatique, de l'homme de la banque. Il y a quelques mois, vous disiez qu'il apportait de l'espoir aux gens. Et enfin, le 10 mai, vous avez écrit dans une tribune publiée sur le Figaro Vox, une majorité pour Macron, moindre mal au danger que représente Mélenchon. Alors, jusqu'à quel point est-il juste ou injuste de dire que vous seriez devenu macroniste en 5 ans? C'est terrible. La question même est terrible. Ça veut dire qu'on ne peut pas, en France, prendre ses distances par rapport à quelqu'un sans être un traître potentiel et acquiescer à telle ou telle proposition de tel autre sans le rallier. Je crois que c'est juste un brin plus compliqué que ça. Je n'ai jamais, pour reprendre dans l'ordre, je n'ai jamais été au Rassemblement national, je n'ai jamais été un fan, parmi le fan club de Marine Le Pen. Jamais elle le sait et je ne l'ai jamais épargné sur un certain nombre de choses que je trouve critiquables dans ce qu'elle dit. Et il y en a un paquet. Je me suis même tu entre les deux tours, tant la liste s'allongeait de mes désaccords. Et malgré ces désaccords, j'ai appelé à voter pour elle parce que je compare. Et parce que la politique, c'est une affaire de comparaison. C'est pas une affaire de coup de cœur, parce que des coups de cœur, j'en ai pas beaucoup en politique par rapport à tel ou tel responsable sur la scène politique française. Donc, par rapport à elle, non. J'ai pas changé, je continue à dire que sur le terrain économique, elle n'est pas convaincante, sur le tropisme pro-russe d'une partie de la droite ou l'extrême droite, je trouve ça insupportable, j'en sais rien, je peux vous en donner d'autres exemples sur lesquels je suis pas d'accord avec elle. Monsieur Macron, j'ai dit dans cette tribune dans le Figaro une chose, c'est vrai, très, très étonnante. Je plaisante évidemment, très étonnant. J'ai dit que quand M. Macron avait raison, je n'avais aucun problème pour dire qu'il avait raison. Et quand il prenait un certain nombre de mesures néfastes, c'est le mot que j'ai choisi, je disais qu'elles étaient néfastes. Nom de Dieu, mais enfin, c'est le bon sens même. Je veux dire, moi, je ne vous connais pas, on discute, je peux trouver que sur des choses, vous aurez raison, d'autres pas raison. Voilà, c'est ça. Mais non, en France, la politique, c'est de la guerre civile, avec des guillemets, évidemment, quand on voit ce qui se passe, une vraie guerre en Ukraine. Vous avez compris, il faut toujours traiter les gens, pas comme des adversaires politiques, mais comme des ennemis politiques. On ne dit pas de quelqu'un, je suis en désaccord sur tel point, je suis en accord avec tel autre. Non, on le fusille quand on peut le fusiller. J'ai pas cette conception des choses. C'est vrai que je n'ai pas toujours eu, et là vous avez raison, moi j'ai changé. J'ai changé parce que 8 ans maire d'une ville de 80 000 habitants, ça m'a appris un peu plus d'humilité, un peu plus de modestie, et peut-être, étant journaliste pendant plus de 30 ans, vous savez, oubliez un peu le goût des mots. Vous savez qui vous fait, pour un bon mot, tuer une personne, alors que de temps en temps, vous savez que c'est plus compliqué que ça, et la vie, ça se réduit pas à ça tombe de mots. Voilà, non, je ne suis pas macroniste. Je suis tellement peu macroniste que dans 3 semaines, ma femme, qui est la députée, mon épouse, qui est la députée de Béziers, aura face à elle un candidat macroniste de la République En Marche. Mais c'est tellement plus simple de caricaturer les gens. Et par rapport à justement ce positionnement, finalement, pourquoi aujourd'hui soutenir plus Emmanuel Macron que Marine Le Pen? Ah non, attendez, j'ai voté pour Marine Le Pen, j'ai pas voté pour Emmanuel Macron. J'entends bien, mais entre Emmanuel Macron et M. Mélenchon, je préfère un siècle de Emmanuel Macron à 3 mois de M. Mélenchon. C'est juste ça, je confonds pas les choses. Alors c'est vrai que dans mon camp, entre guillemets, parce qu'il faut mettre toujours des guillemets maintenant, dans le camp de cette droite de la droite, je veux dire, on en arriverait à tellement détester le chef de l'État qu'on aurait des mots pas si sévères que ça pour monsieur Mélenchon. Mais monsieur Mélenchon, il est tout ce que je déteste, tout ce que je combats au jour le jour. Quelqu'un qui flatte le communautarisme le plus insupportable, dont je vois dans ma ville comme maire les dégâts que ça représente pour ma ville, mais aussi pour les communautés musulmanes, ce que ça représente, cette avancée de l'islam radical qu'il faut combattre au jour le jour et que monsieur Mélenchon incarne, pardon. C'est pas moi ni vous, je pense, qui êtes allé manifester au cri de Allah Akbar dans les rues de Paris. Il est jamais revenu là-dessus, avec des islamistes radicaux à côté de lui. Non, et puis je suis attaché à l'Europe et monsieur Mélenchon est un ennemi de l'Europe.
Pardon, le texte, la plateforme qu'ils ont signée, là, vous savez, les différents partis de gauche, j'espère que vous avez remarqué qu'il n'y avait pas un mot sur l'Ukraine. Il faut quand même oser, alors qu'il y a la guerre en Europe, ne pas dire un mot sur l'Ukraine. Ce qui peut-être permet de ne pas dire un mot contre M. Poutine. Non, de cette gauche-là, je ne suis pas. Et oui, je ne la confonds pas avec M. Macron. Alors peut-être qu'il faut être jusqu'au boutiste, peut-être qu'il faut dire que tout ce qui n'est pas nous est pas bien. Je crois que c'est plus compliqué que ça. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me comporter comme ça. Parce que je fais attention aux gens, parce que mes propos que je tiens ici, je les tiendrai demain dans ma ville, et ma ville, c'est moi l'exécutif, et l'agglomération, pareil, c'est moi le maire, le président de l'agglo. Donc, ce que je dis a des conséquences pratiques pour les gens qui vivent avec moi. Alors, je ne dis pas n'importe quoi. Alors, dans l'interview, notamment, je pense à l'interview de Causeur, accordée à Elisabeth Lévy, il y a une question sur un possible ralliement à un gouvernement. Alors, je vous ai entendu ces dernières heures justement nier cet éventuel ralliement, mais vous ne fermiez pas totalement la porte. Alors, la question, c'est est-ce qu'elle est encore ouverte ? Attendez, on ferme jamais les portes. Je ferme pas, la vie, elle m'a fait tellement changer, elle m'apprend tous les jours des choses, elle me conduit à remettre en question tout le temps ce que je pense et ce dont je crois que j'étais persuadé. C'est ça la vie, sinon il faut faire autre chose, il faut aller dans un cimetière tout de suite. Que donc je ne ferme aucune porte. Mais simplement, pardon, on m'a jamais rien promis, j'ai rien demandé, donc ça se pose pas comme ça. Et il se fait que j'ai une chance formidable, c'est que je suis heureux comme maire de ma ville. Je suis très bien comme maire de ma ville. En même temps, j'interviens dans le débat national, mais si ce que je dis peut avoir un intérêt, c'est pas parce que je l'ai pensé dans ma petite tête, c'est parce que c'est le fruit du travail, d'années de travail comme maire d'une ville qui est confrontée à un certain nombre de problèmes, et en particulier à un certain nombre de problèmes de pauvreté. Moi, ce qui me guide, c'est pas tout ça. Ce qui me guide, c'est, peut-être parce que c'est ma ville et qu'elle est comme ça, c'est comment faire vivre ensemble des gens qui ont tant de mal à vivre ensemble. Béziers, c'est une ville où il y a des gens infiniment riches. Il y a plus de gens qui payaient l'impôt sur la fortune à Béziers qu'à Montpellier. On a 4 fois moins de population. Et en même temps, une ville infiniment plus pauvre. Une ville où il y a des gens qui sont nés ici, dont les parents sont nés ici, dont les grands-parents sont nés ici, à Béziers. Et puis une forte population venus de l'immigration. Dans certaines classes de ma ville, il y a 80 à 90% d'enfants issus de l'immigration. C'est pareil. Comment on fait vivre ensemble tout ça? Comment on fait que les gens s'y retrouvent? Comment on fait que les gens se disent « Ah, Béziers, chez moi » et pas « J'y suis pour profiter d'un certain nombre d'avantages sociaux ». Comment on fait ça? J'essaye de trouver une solution au niveau de ma ville. Ça doit pas être si mal que ça. Je suis le maire le mieux élu de tous les maires français d'une ville de plus de 75 000 habitants. J'ai fait plus de 68% des voix aux dernières municipales. Donc ça veut dire que les gens l'entendent. J'essaye que cette méthode-là, faite de bon sens, de raison, d'attention aux gens et en particulier aux petits gens, c'est eux qui m'intéressent. C'est pour ça que je fais de la politique. Comment ce qui fonctionne chez moi, dans ma ville, pourrait fonctionner au niveau de la France? Alors c'est prétentieux, vous pourriez me dire, attendez, entre maire d'une ville de 80 000 habitants et chef de l'État, il y a un pas. Oui, bien sûr, j'en suis conscient. Je vous rappelle que j'ai pas été candidat au présidentiel. Je sais ce que je suis capable de faire, ce que je suis pas capable de faire. C'est pas ça le problème. Mais je veux dire, comment une méthode où on bouscule les gens sans les brutaliser, où on les écoute sans être gnangnan, où on fait attention à ce que je vous disais aux plus pauvres sans être démagogique. Comment on arrive à tenir tout ça? C'est la question que je me pose tous les jours, que je me pose comme maire, mais je la pose, c'est pas un débat théorique pour moi, c'est tous les jours dans un certain nombre de décisions que je dois prendre pour ma ville et les 16 villages qui l'entourent. Voilà ce que j'essaye de faire. Et j'essaye de le dire à votre micro comme dans des médias publics en me disant que peut-être cette voie-là, ce pragmatisme-là, il a peut-être un peu un rôle, une utilité. Enfin, regardez dans quel état est la droite aujourd'hui, regardez. Regardez, vous vous dites quoi? On a la personnalité qui va donner envie, du souffle et qui va être capable de rallier tout le monde en ce moment. Dites-la moi, j'aimerais bien la connaître, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée. Alors, pourquoi je vous ai posé cette question? En fait, c'est simplement, je me suis demandé, je me suis projeté en me disant, si vous étiez dans ce gouvernement, et j'entends bien qu'a priori, ce ne sera pas le cas, mais si vous y étiez, vous auriez dû, par exemple, peut-être cohabiter avec Christophe Castaner,
ancien ministre de l'Intérieur pour qui vous avez eu des mots assez durs et qui a une certaine complaisance, notamment vis-à-vis de l'islam, on s'en rappelle, ou des personnalités comme Elisabeth Moreno, qui sont plutôt porteurs d'idées progressistes, qui sont a priori pas trop les vôtres non plus. Est-ce que vous auriez pu imaginer travailler avec ces gens? Et mon sens, c'est est-ce que ce ne sont pas non plus des adversaires? Écoutez, moi j'étais content que M. Castaner a quitté le poste de ministre de l'Intérieur et je ne confonds pas M. Darmanin et M. Castaner. Et même M. Darmanin, pardon, je peux être critique, c'est pour ça, ça ne se pose pas dans ces termes-là. M. Darmanin, moi je devrais être content. Dans ma vie, il a remplacé les policiers vous savez, qui sont partis à la retraite et tout. Vous savez, pour un maire, c'est important que les effectifs de la police, c'est pas un grand débat théorique, mais très pratique, c'est ce que je veux. C'est qu'il y ait toujours autant de policiers. Mais en même temps, vous avez vu toutes ces polémiques qu'on a sur le Burkini. Je vous rappelle que l'opposition, a commencé par mon épouse, qui est donc députée, Emmanuel, c'est le prénom de mon épouse, a proposé un projet, elle fait une proposition de loi pour interdire le Burkini dans les piscines municipales. Monsieur Darmanin, à ce moment-là, d'un revers de la main, a dit qu'il n'en était pas question. Peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, ce que j'attends d'eux, et c'est pour ça que je suis critique par rapport au macronisme, c'est-à-dire que c'est souvent une posture d'ouverture et une pratique de fermeture. À l'Assemblée nationale, je le vois par le biais d'Emmanuel, je veux dire, une proposition, il suffisait qu'elle vienne de l'opposition pour qu'elle soit pas acceptée. Ça me rappelle quand j'étais jeune. J'ai pas votre âge pour être votre père. Donc, au lendemain de mai 68, vous savez, dans les amphithéâtres, où on te sommait de dire d'où tu parlais. Parce que si tu parlais d'autre part d'ailleurs que d'un truc acceptable, c'est-à-dire en l'occurrence c'était que l'extrême gauche, ta voix, ton message était disqualifié avant même que tu aies dit 2 mots. J'ai tellement détesté ça que je le déteste aujourd'hui. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que, oui, bien sûr, sur la GPA, vous imaginez que c'est pas ma tasse de thé. Enfin, moi, j'ai fait toutes les manifs pour tous et tout. Et je suis content de les avoir fait. C'est pas le problème. Et je les referai. Je vous le dis tout de suite. Mais en même temps, je me dis comment on peut trouver, par rapport sur un certain nombre de sujets, des majorités suffisamment larges pour qu'elles emportent l'adhésion des Français. On peut pas vivre dans un pays où on se fait la guerre tous les matins, verbalement, encore une fois. Dieu merci, mais on se la fait. Où les gens sont pas où il s'agit d'abord de disqualifier les gens. Attendez, moi j'en ai tellement souffert. Quand je suis arrivé à la mairie de Béziers, entre les 2 tours des municipales, donc j'allais être maire, c'était la droite et la gauche avaient fait chacun une manifestation séparée. Il fallait quand même pas, mais elle avait un point commun. Ils manifestaient. Vous vous rappelez cette chanson de Reggiani qui disait les loups sont entrés dans Paris. Et là, c'était les loups sont entrés dans Béziers. Vous imaginez la bêtise, la folie, l'imbécilité de ça. Alors moi, je sais pas parce que des gens sont des imbéciles, sectaires, insupportables, que je vais l'être à mon tour. Je ne fais pas je ne veux pas copier les comportements que je dénonce chez les autres. C'est comme ça. Ça me vaut que des emmerdements. Je suis d'accord avec vous. C'est compliqué. En plus, en période électorale, dès que tu mets une nuance, c'est pas vraiment le moment. Peut-être que ce sera plus audible dans quelques mois. J'en sais rien. Moi, je veux juste, non, quand Marine Le Pen dit c'est une victoire éclatante d'avoir fait presque 42%, sinon ça s'appelle une défaite, monsieur. Et donc ça veut dire, moi j'ai juste envie de gagner. J'ai juste envie de gagner pour nos idées. J'ai envie de désenclaver nos idées, de sortir nos idées d'une espèce de ghetto où elles sont condamnées. Moi peut-être qu'il y a tout un tas de gens dans la droite de la droite qui au fond sont contents de vivre comme ils vivent, d'être contents d'avoir, au lieu d'avoir 6 députés, d'en avoir 30. Honnêtement, ça me satisfait pas parce que je me soucie pas de la bonne santé des partis, mais ça va vous paraître grandiloquent, mais de mon pays. Et mon pays, ça passe avant les partis. En plus, c'est bien pour ça que je ne suis dans aucun parti. Alors, dans ces récentes déclarations que vous avez faites, vous prenez un ton apaisé au contact des gens. Alors moi, je me suis replongé un petit peu dans un discours que vous aviez prononcé en 2020, qui était un discours un peu à la J'accuse. C'était peut-être le 19 octobre, si je ne dis pas de bêtises, juste après l'assassinat du professeur Samuel Paty. J'appelle nos dirigeants, alors je vous cite, j'appelle nos dirigeants à stopper l'immigration de masse, véritable terreau de l'islamisme politique, à déclarer la guerre au salafisme, à expulser la totalité des imams radicaux, interdire le voile dans l'ensemble de l'espace public. Cette barbarie ne s'arrêtera pas, il faut lui déclarer la guerre, et on ne fait pas la guerre à coups de marches blanches et de pancartes. L'heure n'est plus à l'indignation, l'heure est au combat.
Justement, alors j'étais surpris par rapport, en vous lisant justement, que ce soit sur Causeur ou sur Figaro Vox, ça tranche quand même pas mal avec cette déclaration-là. Vous avez raison, mais j'ai changé, mais j'ai évolué. Je ne suis pas le même garçon qui a 8 ans et même qui a 3 ans. Il y a des choses que... Vous savez, il y a comment vous dire? Il y a des moments qui cristallisent quelque chose qui bouge en vous, qui évolue en vous et qui vous fait passer un pas. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Quand j'ai vu la folie de mon camp et d'une bonne partie de la droite par rapport au pass sanitaire, vous savez, Macron dictateur, c'était ça. Vous voyez, les atteintes aux libertés, je te les enverrai en Russie, ils verraient ce que c'est un dictateur et une atteinte aux libertés. J'ai pas seulement dénoncé ça et pris position en l'occurrence pour le pass sanitaire sans aucune hésitation, mais je me suis interrogé sur comment on en arrivait là. Comment on est arrivé à cette vision complotiste, caricaturale des choses. Et au fond, peut-être que ce que vous venez de lire, la façon dont c'est écrit, le poids des mots et le choix des mots. Je le dis parce que je n'ai pas d'excuses, parce que j'ai un goût pour les mots, parce que ça a été j'écris depuis toujours. Je pense que j'emporte aussi une part de responsabilité de ça. Qu'on ne peut pas faire des discours enflammés sans enflammer les gens. Et voilà, oui, j'ai changé et j'essaye d'évoluer. J'essaye de dire, il y a une partie de ce qui est écrit là, sur lequel je suis d'accord, une immigration de masse, je pense que ça reste le problème français, mais je ne dirais pas, comme vous venez de me le rappeler, que je l'ai dit, je ne dirais pas qu'il faut interdire le voile dans tout l'espace public, parce que pour une raison assez basique, c'est que c'est impossible. C'est juste impossible. Et qu'en plus, je pense que ça nous mettrait dans une espèce de guerre au quotidien avec une partie des gens qui portent pas le masque, le foulard islamique par provocation politique, certains, mais d'autres pour d'autres raisons. Et je veux parler avec les gens. Vous savez, j'avais été absolument sidéré quand Éric Zemmour, vous avez rappelé, avait moqué cette image où on voyait Marine Le Pen faire un selfie avec une fille voilée. Vous vous rappelez? Tout à fait. Mais moi, j'en ai fait 150, 200 selfies avec des gens de ma ville voilés. Qu'est-ce que je vais dire? Une fille arrive, elle est voilée, vous voyez lui dire « Ouh, loin de moi, va des rétro Satanas ». Enfin, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça n'existe pas. Ces réactions, c'est des réactions de plateau de télévision. Dire, moi, je suis dans un quartier, j'ai passé mon adolescence dans un quartier à Béziers, qui est un quartier difficile, vous savez, comme on dit, un quartier de la politique de la ville, qui s'appelle la Devèze, où j'ai été heureux et tout, qui est un quartier qui a changé radicalement, la population a changé. J'y vais régulièrement faire mes courses avec ma femme, parce qu'on y trouve des produits que j'aime et qu'on trouve pas ailleurs. Mais j'y vais tranquillement, personne ne m'a jamais agressé, et j'essaye de trouver une réponse, de discuter avec les gens, de parler avec les gens. Voilà ce que j'essaie de faire. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous motivez donc une partie de vos récentes prises de position par la peur de la guerre civile, la peur justement d'un clivage dans la population française. Mais alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que cette peur, c'est pas le meilleur allié d'une certaine forme d'intégrisme qui cherche à occuper justement un espace apaisé? Sur le Burkini, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on laisse une forme d'intégrisme intégrer l'espace public, donc les piscines municipales. Attendez, mais moi, vous savez, je suis un des rares maires en France à refuser de prêter à l'éducation nationale des classes pour y enseigner les langues d'origine, comme on dit, puisque c'était ça, vous vous rappelez, et chez moi, l'arabe et le turc. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne l'ai jamais fait, je m'y suis opposé alors que c'est réquisitionné par l'État. J'attends de voir quand ils envoient la police pour m'obliger à le faire, parce que je pense que si je veux aider les gens à intégrer, c'est pas en leur apprenant l'arabe et le turc, mais juste leur apprendre le français, parce que dans ce pays, on parle le français. Donc absolument, moi je suis pour ne faire aucune concession à l'islam politique. Mais je ne confonds pas l'islam et les musulmans. Je ne pense pas en même temps, dans le même temps, vous allez me dire que je suis macroniste, dans le même temps, je ne crois pas sérieux de dire aux gens, en gros, il faudrait que tu choisisses entre la France et le prénom que tu portes, que tu vas donner à tes enfants.
Attendez, mais ça tient pas debout. Chez moi, il y a une très forte je suis pied noir, il y a une très forte communauté harki. Mais attendez, il y a plein de harkis qui ont des noms, je sais pas, un de mes meilleurs amis harkis s'appelait Noureddin. Je vais lui dire, écoutez, Noureddin, il est mort, paix à son âme. Je vais lui dire, Noureddin, tu es moins français que moi parce que tu t'appelles Noureddin. Vous savez ce que c'est les harkis? Vous savez comment ils ont payé l'attachement à la France? Non, mais il faut arrêter de dire des conneries. Eric, en l'occurrence, puisque là, c'est à Éric Zemmour, Éric Zemmour que je pense, il sait pas de quoi il parle. Il sait juste pas de quoi il parle. C'est bon pour faire des colloques, c'est bon pour écrire des livres, c'est bon pour être sur un plateau de télévision. Je lui ai dit 10 fois, viens dans ma ville, dans cet quartier, essaye d'expliquer aux gens qui sont en face, dire ça. Et monsieur, c'est pas choisir de faire des compromis avec l'islam politique. Avec l'islam politique, il faut faire aucun compromis. Mais on confond pas les musulmans et l'islam politique. C'est juste ça. On confond pas l'islam politique et l'islam tout court. Je crois pas que ce soit la même chose. C'est pas que je crois pas, je suis sûr que ce n'est pas la même chose. Et mettre dans le même sac la totalité, c'est rendre impossible l'action que j'essaie de mener comme maire. Moi, ce que j'essaie de faire, mon job aujourd'hui, je réponds à vos questions, c'est demain matin, essayer de voir sur le marché du vendredi comment on peut faire en sorte que les gens y vivent ensemble et qu'ils aiment la France et qu'ils apprennent à aimer la France. C'est ça que j'ai envie. J'ai juste envie ça. Alors, ça révolutionne pas le monde, mais je vous garantis que c'est un sacré pari. Alors, vous avez parlé justement des noms, des prénoms. Donc moi, j'ai envie juste d'aborder la question de l'immigration. Sur l'immigration, vous dites qu'il faut réduire le flux migratoire, mais sans blesser ou aliéner ceux qui sont là. Alors, première question, c'est en quoi s'opposer à l'immigration blesserait les gens qui sont déjà là? Première question. Et si vous prenez toujours l'assimilation, c'est aussi une forme, c'est douloureux l'assimilation. Alors, sans aller jusqu'à l'extrémité d'imposer des prénoms, chacun jugera ce qu'il en est de cette mesure, mais pour qui la vie, c'est une rupture avec une partie de son existence. Donc, peut-on assimiler les gens sans les faire souffrir quelque part? En faisant tout pour qu'ils souffrent le moins possible. Écoutez, bien sûr qu'on peut essayer de le faire. Bien sûr. Mais attendez, moi, ce que je reprochais à certains de mes amis ou ex-amis, je ne sais plus comment il faut dire, c'est de mettre tout le monde dans le même sac. C'est de montrer du doigt les gens. Vous savez, moi, je suis contre une immigration de masse. J'ai jamais été pour l'immigration zéro parce que ça n'a juste aucun sens. Ça n'arrivera pas. On peut toujours proposer. Vous pouvez aussi proposer le SMIC à, je sais pas, 10 000 euros et puis me dire, voilà, je fais mon programme. Enfin, on essaye de dire des choses réalistes. Et l'immigration zéro, ça n'a aucun sens. En revanche, moi, dans ma ville, et je pense que pour ce pays, c'est exactement la même chose, c'est que vous êtes noyé sous un flot d'immigration qui dépasse nos possibilités d'intégrer les gens ou de les assimiler. Parce qu'il y a trop d'immigrés qui arrivent. Et les premières victimes de ce flot d'immigration qu'on n'arrive pas ni à contrôler, ni à choisir, c'est les immigrés eux-mêmes. C'est ce que j'essaie d'expliquer chez moi. Moi, les gens dans les quartiers où il y a beaucoup d'immigration, je leur dis ça, j'ai dit, facilement on se tutoie, parce que comme je suis né en Algérie, les gens me tutoient facilement et tout ça. Et je leur dis, mais écoute, moi, j'en souffre pas de l'immigration de masse. Parce que je suis pas dans ce quartier-là. Parce que mon voisin, il m'emmerde pas en faisant du boucan à des heures indues parce qu'il sait pas que la nuit, les gens travaillent le lendemain, qu'ils ont besoin de dormir. J'ai dit, c'est toi qui as ces problèmes-là. Parce que c'est déjà compliqué, vous le disiez, de se faire une place dans un pays. C'est jamais un bonheur d'immigrer ailleurs. C'est pas vrai. Il faut pas avoir vécu ça ou d'expérience, j'en sais quelque chose, pour oublier que de quitter un pays qui est le tien ou que tu penses le tien pour aller ailleurs, c'est quelque chose de terriblement douloureux. Mais en même temps, une fois que tu dis ça, que tu dis que c'est douloureux, tu essayes de rendre ça faisable. Et l'immigration de masse, elle fragilise les gens qui ont réussi déjà à trouver leur place ici. Et donc, c'est pour eux aussi que je le fais. Quand dans une classe, je vous disais, il y a 80 à 90% d'enfants, certaines classes à Béziers, qui sont d'enfants issus de l'immigration et que je dis c'est pas possible, mais monsieur, c'est d'abord pas possible pour ces enfants-là.
parce que les enfants de la bourgeoisie, ils sont pas dans ces classes-là, ils sont dans des boîtes privées, où ils ont demandé une dérogation à la carte scolaire pour aller dans un autre quartier. C'est d'abord pour cette population-là que je le fais. Mais en même temps, si on réduit pas de façon drastique l'immigration, on n'y arrivera pas. Moi, je suis pour une immigration choisie. C'est pas une révolution, c'est pas une mesure d'extrême droite. Attendez, c'est le cas au Canada. Que je sache, le Canada n'est pas un pays dirigé par des fascistes. Ça se saurait avec les dirigeants canadiens qu'on a en ce moment. Alors, on va maintenant aborder juste très rapidement l'économie. Alors, vous avez affiché de fortes divergences avec Marine Le Pen sur ce sujet, et dont vous avez dit, mais je crois que c'est quelque chose d'assez vieux finalement, qu'elle était trop à gauche. Qu'avez-vous pensé de sa campagne? Et surtout, est-ce que le vote Le Pen est une impasse? Ce que vous disiez entre 2017 et 2022, est-ce que vous le rediriez aujourd'hui? D'abord, elle a fait une bien meilleure campagne, puisqu'on posait la question, qu'elle l'avait fait en 2017. Plus apaisée, plus arrondie, plus à l'écoute, moins sectaire, moins je sais tout et les autres se trompent sur tout. Et je lui ai dit, ce que je vous dis là, je le lui ai dit plusieurs fois. C'est aussi pour ça que je l'ai soutenue et que je pense qu'elle a fait un meilleur score qu'elle n'avait fait il y a 5 ans. En même temps, il y a un certain nombre de ses propositions qui me semblent pas crédibles. Mais tout ce que je le lui ai dit, pas sur des médias, je lui ai dit en face, on se voit, on parle et tout ça. Je lui ai dit, c'est pas sérieux. Dire, alors maintenant, c'est un peu plus nuancé que ça, mais à un moment donné, vous vous rappelez, c'était la retraite à 60 ans pour tous. Enfin, juste, c'est fait. Maintenant, elle dit plus ça. Elle dit quelque chose qui me paraît pas faisable, mais pas aussi caricatural. Ça me semble juste faire une promesse que personne ne tiendra, monsieur. Personne ne tiendra. Personne ne le fera. Là, on vit plus longtemps, on travaillera plus longtemps. Qu'on ajoute, et ça c'est important, et c'est ce qui différencie peut-être des gens comme moi que des macronistes, et je pense qu'il faut chaque fois réserver un traitement différencié, en l'occurrence sur les retraites, aux gens qui travaillent. C'est déjà le cas, mais peut-être encore mieux, les gens qui ont commencé à travailler très tôt. Pardon de vous dire, les gens qui ont souvent travaillé très tôt, c'est aussi ceux qui ont fait les boulots les plus rudes. Ça va souvent ensemble. Et donc faire ça. Mais ça me semble une position médiane, réaliste. Réaliste. Moi, l'allongement de la retraite pour un certain nombre de gens comme vous et comme moi, honnêtement, ça me semble pas un drame si au lieu de partir à 64 ans, vous partez à 65 ans ou de 63. Ça me semble pas un drame pour vous. Pardon de vous le dire, je ne connais pas, mais je pense que vous allez résister à ça et supporter ça. En revanche, si vous aviez travaillé à 16 ans sur un chantier ou 17 ans sur un chantier toute votre vie, peut-être que vous seriez physiquement pas exactement dans le même état. Voilà juste ce que je dis. J'essaye, je l'ai dit à Marine Le Pen plein de fois sur plein de sujets. Je lui ai dit, ne fais pas des promesses dont tu sais que tu ne les tiendras pas. C'est juste ça. Le discrédit de la politique, c'est ça. Moi, j'entends en ce moment des promesses électorales à Béziers d'un certain nombre de candidats, nationalement d'un certain nombre de partis politiques, qui ont ni queue ni tête, parce que tout le monde sait qu'on ne le fera pas. Et vous savez, le problème, c'est que les gens, pourquoi ils reviennent de la politique? Parce que tu leur fais pas le coup de les tromper sans arrêt. Puis les gens, ils sont pas stupides. Ils savent bien qu'il y a des choses qui s'imposent à tout le monde. Alors si tu dis, il faut chaque fois être plus attentif à ceux qui ont le moins, ça me semble chaque fois audible. Ça veut dire, par exemple, plutôt que de diminuer de 16 centimes l'essence pour tout le monde, moi, honnêtement, on n'aurait pas diminué de 16 centimes, j'aurais survécu à ça. Pardon, dans ma ville, qui est une ville, encore une ville pauvre, il y a de tout un tas de gens qui vivent dans des villages où il n'y a pas de transport en commun digne de ce nom, et où il n'y en aura jamais, où il faut prendre sa voiture. Les 16 centimes, pour eux, c'est important. C'est juste ça. Ça, c'est un des points importants, un de mes désaccords importants avec les macronistes. Je trouve qu'il n'y a pas d'attention suffisante à la fois pour les petites gens, les plus pauvres, les plus démunis, les laissés pour compte, et qu'il n'y a pas assez d'attention pour les territoires, les villes moyennes de campagne qui sont pareilles, oubliées, on en a que pour Paris et les capitales régionales. C'est un des gros points noirs de ces 5 ans qu'on vient de passer. Mais Marine Le Pen, c'est pas parce que je dis ça que j'approuve tout ce qu'elle dit. Mais en même temps, sur un certain nombre de propositions, je suis d'accord. On a le droit de faire une espèce, vous vous rappelez, c'était la formule, un droit d'inventaire.
Alors, en général, il faut faire le droit d'inventaire après. C'est vrai que moi, j'ai tendance à le faire en même temps, au jour le jour. Et ce n'est pas le plus plaisant pour ceux qui sont mes partenaires politiques. Et justement, une partie des reproches, mais vous l'avez déjà dit en plus progressivement dans cet entretien, mais une partie des reproches que vous faites à Jean-Luc Mélenchon, vous le faites également à Marine Le Pen. Je pense notamment sur la question russe. La question russe, dans le programme de Marine Le Pen, il y avait sur le programme Le Livret de la Défense, il était dit très clairement que la Russie devait aider à assurer la sécurité de l'Europe, ce qui rétroactivement laisse songeur. Ça n'a pas été un point suffisamment fort pour entre guillemets, vous séparer d'elle, ou pas assez clivant? Ça a été un vrai problème. Heureusement, contrairement à Éric Zemmour, qu'elle n'a pas dit il ne faut pas accueillir les réfugiés, même si lui, après, il est revenu dessus. Enfin, sa première réaction, c'est on ne les accueille pas quand même. C'est la première réaction, elle dit beaucoup des gens, quoi qu'on dise. Bien sûr que c'est un vrai problème. Vous savez, il y a peut-être parce que je viens d'une organisation de défense des droits de l'homme, où j'ai passé plus de 20 ans de ma vie, je n'ai jamais eu même pas de fascination, ni d'excuses pour M. Poutine. Or, dans une partie de la droite, l'extrême droite et l'extrême gauche, je sais pas, cette espèce de virilité, alors à l'extrême gauche, ce nationalisme un peu viril, fascine les gens. Regardez, autour de Marine Le Pen, autour d'Éric Zemmour, il y a tout un tas de gens qui ont Poutine, une espèce de modèle. Il y a aussi beaucoup d'anti-américanisme. Ça, c'est la première raison. Mais pour l'extrême droite, c'est souvent ça. Ajouter, et ce qui recoupe une partie de l'extrême gauche aussi, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Enfin, c'est de la folie. Par exemple, pardon, mais aujourd'hui, je ne renvoie pas dos à dos les États-Unis et la Russie. Monsieur Biden, c'est pas ma tasse de thé. Mais Monsieur Biden et Monsieur Poutine, c'est pas la même chose. Là aussi, il faut faire la part des choses. Mais j'ai l'impression toujours, vous savez, de dire des telles évidences que ça n'a aucun intérêt. Mais en même temps, quand je le dis, d'un coup, il y a des commentaires sur les réseaux, et pas que sur les réseaux, partout. Comment il dit, il préfère M. Biden à M. Poutine. Et oui, Coco, je préfère Biden à Boudine. Et oui, c'est pas la même chose. Pardon, j'ai juste le vague souvenir que c'est des Américains qui ont aidé à la libération de la France. On me répondra, de l'autre côté, il y avait Staline, mais Staline, je ne crois pas qu'il a apporté beaucoup de liberté à toute une partie de l'Europe. Et en plus, avec l'aide américaine à ce moment-là. Voilà, j'essaye juste de dire des truismes pareils. Mais manifestement, vous avez raison de poser les questions. Pour un certain nombre de mes amis, c'est insupportable. Oui, oui, les excuses permanentes, mais même Marine Le Pen, tout le temps, elle a toujours continué à expliquer, je vous rappelle, entre les deux tours, il y avait une conférence de presse, vous vous rappelez, sur la politique internationale, en pleine guerre en Ukraine, avec les crimes de guerre qui s'y commettent, elle expliquait que demain, il faudrait une alliance en gros, entre l'Europe et la Russie. Enfin, honnêtement, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, c'est fournir des armes, comme on le fait aux Ukrainiens. C'est juste ça, la réalité. Mais toute une partie de ce qui est là aussi, j'hésite, j'allais dire ma famille politique, je suis même pas sûr d'être persuadé d'être dans la même famille, continue enfin à dire, oui, quand même, Poutine, vous savez, ces populations, comment on peut pas accepter leur demande de rentrer dans l'OTAN, ce serait une espèce de provocation par rapport à M. Poutine. Mais vous plaisantez. Mais c'est munichois, si j'ose dire, comme attitude. Je sais pas, moi j'ai écouté, peut-être parce que contrairement à un bon nombre de ces gens-là, je connais par exemple l'Ukraine et tout. Enfin attendez, moi je suis allé en Ukraine il y a quelques jours pour discuter avec le maire de la ville jumelle de Béziers. Moi c'est de leur côté que je suis sans aucun état d'âme. Sans aucun état d'âme. Sans aucun état d'âme. Et sur la question de l'OTAN, quelle est votre position? Parce que là aussi, je me suis plongé un petit peu dans votre historique. Alors, le nom de votre mouvement en 2016, c'était Ose... Ost à droite. Ost à droite, merci. Et dans ces propositions, il y avait la sortie de l'OTAN. C'est une connerie. D'accord. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu la Finlande et la Suède, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent? De rentrer
dans l'OTAN. Je lisais, c'était dans le Figaro d'hier ou d'avant-hier, je ne me rappelle plus, l'interview de la première ministre lettonne. Vous l'avez lu, l'interview? Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'on aide. Elle ne dit pas il faut faire la paix. Elle dit il faut chasser la Russie de l'Ukraine, ce qui est le béaba. La paix n'est pas un combat en soi. On ne se bat pas pour la paix. On se bat la paix, elle le dit, la paix avec, puisque sa famille avait été déportée en Sibérie, avec les camps de déportation, c'est une drôle de paix. Elle n'en veut pas de cette paix-là. Non, je pense que oui, c'est un truc que je ne dirai plus aujourd'hui. Que je ne dirai plus aujourd'hui. Mon tort, c'est pas seulement de changer la vie, ça, j'aurais bien fait de réfléchir un peu plus avant, mais c'est de le dire et de n'avoir aucun problème pour le dire. Et aucun problème pour dire que quand je dis une connerie, c'est une connerie. Et je ne me trouve pas d'excuses. Alors, il y a une autre... on se rapproche de la fin de cet entretien. Il y a une autre question sur un terme qui m'a marqué dans justement votre tribune au Figaro Vox, c'est la nécessité d'une souveraineté européenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce que vous entendez par cette souveraineté européenne? Est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce que c'est un peuple européen? Est-ce que si demain la Biélorussie ou la Turquie intégraient l'Union européenne, vous tiendrez le même discours? Voilà, est-ce que vous pouvez juste nous clarifier ce point? Je n'ai jamais été un ennemi de l'Europe, contrairement à une bonne partie de la droite qui déteste l'Europe. Je pense qu'il y a des problèmes avec l'organisation européenne, mais je pense, peut-être parce que j'ai parcouru le monde pendant 25 ans, que la voix de la France sans l'Europe n'a pas de poids. Que l'armée française sans l'aide plus conséquente des autres armées européennes est limitée, même si on dépense plus que les autres dans le domaine des armées, des équipements militaires. Je crois fondamentalement que l'Europe, ça nous apporte la paix. Peut-être, encore une fois, parce que j'ai tellement travaillé dans le monde et dans des zones de guerre que, contrairement à d'autres, je n'oublie pas que le monde est traversé par la guerre et que la guerre, l'absence de guerre est une exception et qu'on a la chance de vivre cette exception. Et en plus, pour tout vous dire, pour une fois, j'étais sur l'affaire ukrainienne plutôt fier de l'Europe, pour une fois. J'ai dit, tiens, ils réagissent bien. Tiens, ils sont capables de se faire entendre. Alors, vous me direz, sur ces derniers jours, ça commence à devenir un peu plus compliqué avec les semaines et les mois que dure cette guerre, ce conflit. Mais quand même, je me suis dit, ils sont capables de tenir la dragée haute à ce dictateur de Poutine. Et donc, le sentiment pro-européen que j'ai toujours eu, et ça a été toujours une des divergences avec Marine Le Pen, puisqu'à un moment donné, vous vous rappelez, elle voulait sortir de l'Europe, et l'euro même, tu vois, le réalisme, sortir de l'Europe et de l'euro, tu vois. L'euro, ça nous protège même en cas de changement radical avec une autre majorité complètement différente. Heureusement qu'on aurait l'euro pour défendre, on aurait une monnaie forte pour nous défendre. Et donc, oui, je pense qu'on a besoin de ça. Je pense qu'on n'existera pas et on n'existe pas sur la scène internationale tout seul, la France. C'est une vision nostalgique mais erronée. Dire, on n'est pas en 1960 et on n'a pas de Gaulle de façon annexe, mais on n'est plus en 1960. Et aujourd'hui, le monde, les rapports de force sont plus les mêmes et on a besoin de cette Europe-là et d'une Europe élargie. Alors, sur le fonctionnement de l'Europe, bien sûr qu'il y a tout un tas de choses à changer. Mais contrairement à quelqu'un que vous aimez beaucoup à Front Populaire, qui est Michel Onfray, je n'écrirai pas 200 pages contre l'Europe. Honnêtement, j'ai mieux à faire que ça. Et contrairement à ce qu'il écrit, l'Europe, elle apporte aussi un certain nombre de choses. Elle apporte un certain nombre de choses. Demandez aux Polonais qui aujourd'hui aident les Ukrainiens en accueillant des millions de réfugiés, si l'Europe ne leur apporte rien. Bien sûr, en même temps, ils sont capables de dire, et ils ont raison, que l'Europe, en même temps, ce n'est pas des gens qui viennent vous expliquer, qui ne devraient pas venir vous expliquer ce que vous pensez dans tel ou tel sujet de société en particulier. Et des rapports, comment vous voyez la famille ou que sais-je encore. Ça regarde pas l'Europe. Mais sur l'autre plan, enfin, bien sûr que c'est indispensable. Je suis un Européen convaincu. Et je pense que l'Ukraine, là, elle a peut-être redonné vie au rêve européen que j'ai. Entendu. Alors, on arrive donc au terme de cet entretien. Donc, dernière question. Alors, vous avez coupé les ponts assez nettement, si tant est qu'il y en ait déjà eu avec Éric Zemmour. Vous soutenez Marine Le Pen, mais on l'a bien compris, vous avez quand même de fortes divergences. Est-ce que
Là maintenant, projetons-nous d'ici 5 ans. Vous aurez un peu plus de 70 ans, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a une arrière politique de votre part? Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est quel rôle politique pourriez-vous jouer à l'échelon national dans le futur? Aider à imaginer une réponse rassurante, crédible et qui change la vie des gens. Ce que la droite n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, comment se fait-il, moi c'est une question que je me suis toujours posée, que j'ai posée à Éric Zemmour, à Marine Le Pen, comment se fait-il que certaines idées qu'on défend, par exemple sur l'immigration, même s'il y a je ne dis pas ce que dit Marine Le Pen ni ce que dit Éric Zemmour, mais par exemple sur ces idées-là, sur l'autorité à l'école, enfin sur tout un tas de choses, quand vous demandez aux Français ce qu'ils en pensent, il y a 75% des Français qui sont d'accord sur un certain nombre des propositions que cette droite-là fait. Et comment se fait-il que quand il s'agit ensuite de voter pour les représentants de cette droite-là, on n'arrive pas à avoir la majorité des voix? C'est ça qui est un problème. Et c'est sur ça que je veux peser. Je veux peser comment? En participant à une émission comme ça. Je vais dans des médias pour défendre ces idées-là. Et peut-être pour bousculer un certain nombre d'appareils politiques qui pèsent rien du tout, pour un certain nombre d'autres qui sont d'un archaïsme total, et peut-être pour inventer autre chose. Moi, je me suis tenu, pendant la dernière présidentielle, en retrait. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, j'ai soutenu Marine Le Pen sans cacher mes divergences. J'avais même aidé au départ, au printemps dernier, Éric, on se voyait tous les 15 jours, on déjeunait ensemble avec Sarah, Emmanuel et d'autres pour préparer sa candidature. Mais moi, je pensais que ce serait une candidature, vous savez, qui allierait, qui serait un pont, une espèce de pont, vous voyez ce que je veux dire, une passerelle entre la droite de la droite et puis la droite de gouvernement. Enfin, vous voyez, en gros, entre le Rassemblement national et les Républicains. Il est allé faire une campagne complètement allumée à droite de Marine Le Pen. Il a fini à 7%. Donc, comment imaginer ça? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour François-Xavier Bellamy, mais en même temps, il se présente aux européennes, il fait 8%. Ça veut dire que c'est pas cette réponse-là. Comment on peut être attentif à la crise économique culturelle de les gens? Culturelle. L'insécurité culturelle. Ils ont une insécurité physique, une insécurité économique, une insécurité culturelle. Comment répondre à ça avec des termes qui soient audibles, qui soient acceptables, qui mobilisent une majorité des Français? On n'est pas capable de le faire. Les partis en place. Éric, il a tout le temps critiqué les partis, la tambouille politicienne. Mais avec Reconquête, il fait la même chose que les autres. Je crois qu'il faut inventer autre chose. Et j'y prendrai toute ma place. Bien, nous suivrons ça avec attention. Merci Robert Ménard d'avoir accepté l'invitation de Front Populaire. Merci de m'avoir invité.